un thème développé par Medium Web se rapportant à la projection d'ombre de notre étoile le Soleil. Un thème qui, au regard des vulgarisateurs scientifiques, s'insère parfaitement dans les travaux respectifs des anthologies des sciences et des découvertes. Il est perçu par le narrateur sous l'aspect de 3 chapitres. Le chapitre 1 aborde la question de l'instrumentation de l'ombre solaire, voir comment au fil des âges, cette silhouette devient un instrument de savoir et de compréhension. Le second chapitre, intitulé « Les 3 légendes d'ombre de la Géhenne », est un chapitre un peu particulier parce qu'il aborde une question religieuse, mettant en exergue les valeurs désuètes de l'ombre portée, ombre propre et pénombre dans un monde si inhospitalier. Et enfin, le dernier chapitre qui interpelle le recours à l'ombrage du divin. Visitant cette bibliothèque et intelligemment regroupée sciences et religions, sur presque un même étalage, et contemplant la partie d'études scientifiques qui regroupe des ouvrages traitant de la géométrie spatiale, une branche en mathématiques qui aborde les thèmes relatifs aux perspectives cavalières, et parmi les thèmes favoris, la projection d'ombre du Soleil. En géométrie spatiale, on dit qu'une ombre est créée par l'interposition d'une source de lumière. La projection de lumière forme des rayons incidents sur l'objet opaque. L'éclairage fera apparaître sur l'objet 2 zones d'ombre non éclairées. Une partie non éclairée se retrouvant sur la face opposée de l'objet est appelée ombre propre. L'autre ombre est matérialisée par une silhouette sans épaisseur et est reflétée sur le sol en dessinant des contours de l'objet opaque. Elle est appelée ombre de portée. Se planter verticalement dans le sol va servir pour les sociétés primitives de cadran solaire. La silhouette d'ombre projetée sur le sol indique un instant de la journée et d'ailleurs, depuis la plus haute antiquité, le gnomon fut utilisé par presque tous les anciens peuples. Il servait surtout à faire des mesures astronomiques malgré sa faible précision. Dans l'Empire pharaonique, les ombres sont utilisées comme un instrument de savoir et de compréhension. Comme le cas de ce gouvernement planté au cœur de l'Égypte pharaonique, laissant entrevoir, au même titre que la pyramide, la mobilité de l'ombre portée sur le sol. Les ombres traduisent une projection provenant d'une même source de lumière. Alexandre s'est lancé fougueusement dans sa guerre de conquête. Son objectif était de soumettre l'Empire perse. Fondé 200 ans auparavant, celui-ci était alors devenu l'empire le plus vaste de l'Antiquité. Il s'étendait sur l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Alexandre a remporté son premier face-à-face avec les Perses à la bataille du Granique. Mais plus il progressait vers l'Est, plus il a pris conscience de ce que l'Occident devait à l'Orient. Alexandre a compris que l'Orient et l'Occident étaient intimement liés, et que sa culture grecque, dont il était si fier, provenait en réalité d'une source orientale. Après s'être emparé des villes grecques de l'ouest de l'Asie mineure, il a progressé vers l'est et défait une nouvelle fois les Perses à la bataille d'Issos. Il a ensuite obliqué au sud et conquis la Syrie et l'Égypte avant de pénétrer en Mésopotamie et d'écraser définitivement les Perses à la bataille de Gaugamel. Il s'apprêtait à lancer son armée contre Babylone, le joyau du Proche-Orient. Prendre cette ville était essentiel pour réaliser son rêve d'un empire mondial. Alexandre est entré dans la ville par une porte cérémonielle décorée d'aurochs et de dragons en relief. De là, une voie processionnelle longue de 180 mètres et ornée de lions conduisait à l'intérieur de la ville. Rien
rien dans la vie d'Alexandre ne l'avait préparé aux merveilles de Babylone. Notre faute si nous n'avons pas conscience de la richesse du passé de l'Orient. À l'époque, on pensait que la civilisation occidentale trouvait son origine chez les Grecs et les Romains. L'idée de devoir repenser notre histoire et doubler sa durée pour la faire démarrer non pas en 500 avant Jésus-Christ avec les Grecs, mais en 3000 avant Jésus-Christ était inconcevable. Il nous a fallu 150 ans pour arriver à intégrer cette réalité dans notre propre identité. Un nouvel univers s'est ouvert aux chercheurs occidentaux, celui de la culture mésopotamienne antique. Il est évident que les idées grecques n'ont pas surgi du néant. Et aujourd'hui, on sait que des pans entiers des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine et d'autres disciplines grecques reprenaient des traditions qui existaient déjà à Babylone. Il y a un exercice scolaire babylonien sur une face et sur l'autre, une transcription en alphabet grec. Une des plus grandes contributions de l'Orient à la civilisation a concerné les sciences. Un grec en particulier s'en est inspiré, Thalès de Milet. Thalès a prédit une éclipse solaire. Conformément à ce qu'il avait annoncé, celle-ci a eu lieu le 28 mai 585 avant Jésus-Christ. Il n'a pu réaliser ses calculs qu'en s'appuyant sur les archives des astronomes babyloniens. Ceux-ci avaient commencé à tenir des listes précises des éclipses, des équinoxes et des solstices à partir de 747 avant Jésus-Christ, soit 200 ans avant. Tout ça a été consigné nuit après nuit, mois après mois, année après année, pendant plus de 600 ans. Les astronomes babyloniens se livraient à l'observation systématique du monde et s'appuyaient sur la logique pour en tirer des conclusions. Leur esprit curieux avait déjà inspiré des penseurs grecs comme Thalès de Milet. Mais l'arrivée d'Alexandre à Babylone a accéléré le processus d'absorption des connaissances orientales par les Grecs. Alexandre était fasciné par l'astronomie babylonienne. Il avait demandé à son historiographe de traduire les observations astronomiques babyloniennes en grec et de les faire parvenir en Macédoine. Donc à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, on a des exemples très précis qui prouvent que certains savants grecs avaient accès aux travaux de tel ou tel savant babylonien. C'est absolument passionnant. La curiosité babylonienne et la logique grecque se sont conjuguées pour former une méthode scientifique qui a transformé le monde. Des Grecs comme Platon, Aristote et Ptolémée sont célèbres pour leur rôle dans ce processus. Mais les astronomes de Babylone méritent également une place parmi les précurseurs de la science moderne. Il y a des pratiques quotidiennes élémentaires qu'on doit aux anciennes civilisations proche-orientales sans le savoir. Brillants mathématiciens, les Babyloniens ont été les premiers à utiliser les angles, les degrés, les fractions et les équations. Pour compter, dit sexagésimal. Quand, enfant, vous apprenez à lire l'heure, si vous avez l'esprit curieux, vous vous demandez pourquoi il y a 60 secondes et 60 minutes. Cette division en 60 vient des Babyloniens. Très tôt, dès le 3e millénaire, tous les calculs en Mésopotamie se sont faits à l'aide d'un système sexagésimal. Ils n'ont jamais pris, comme nous, leurs 10 doigts pour compter. Ils se servaient d'un système à base 60. 60 est un nombre plus polyvalent que 10 pour fonder un système numérique, car il est divisible par 2 et par 5, mais aussi par 3. Le système sexagésimal se prête donc plus facilement à des calculs astronomiques complexes. Il a donné le découpage de la minute en 60 secondes, de l'heure en 60 minutes,
de l'année babylonienne en 360 jours, ainsi que celui du cercle en 360 degrés. Une des grandes idées des Babyloniens a été de voir le ciel comme une sphère qu'on pouvait partager en 360 degrés. Ils utilisaient, comme on le fait encore aujourd'hui, 360 degrés subdivisés en minutes et en secondes, pour obtenir des mesures de plus en plus précises. Ils mesuraient aussi le temps que mettaient les étoiles pour se déplacer, afin de connaître leur position. Cet ouvrage, son Historia Coelestis, l'œuvre de sa vie qui réunit toutes ses observations, recense les étoiles, les planètes, la Lune et leur position sur de nombreuses années. Flamsteed avait hérité d'une tradition d'observation qui remontait à ses prédécesseurs de la Renaissance, et avant eux aux chercheurs arabes, puis aux Romains et aux Grecs, et enfin aux Babyloniens. Ils ont subdivisé ces 360 degrés en 12 sections de 30 degrés. Ce dessin le montre clairement. On voit les triangles qui correspondent à ces segments de 30 degrés. Et chaque segment est associé à une constellation qui apparaît plus ou moins en son milieu. Le Scorpion, la Balance, la Vierge, le Lion, le Cancer et ainsi de suite. Les symboles et les noms dont nous nous servons aujourd'hui pour désigner les constellations viennent des astronomes babyloniens. Tous les noms des signes sont donc d'origine babylonienne. Le taureau est appelé le taureau céleste en babylonien. Il y a aussi le lion. Le zodiaque babylonien a été l'une des premières tentatives de l'homme pour donner un ordre et un sens à un monde apparemment incompréhensible. L'idée que notre destin est inscrit dans les cieux trouve ses racines dans la pensée babylonienne. Alexandre le Grand est mort à l'âge de 32 ans. Il montre comment, dans les siècles qui ont suivi sa mort, l'Occident a absorbé la richesse des civilisations nées sur les rives des grands fleuves d'Orient. Alexandrie. Cette métropole a été fondée par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ. Le général grec, qui avait conquis l'Égypte, voulait passer à la postérité en créant une nouvelle ville royale à l'extrémité nord-ouest du delta du Nil. Partant de zéro, ces architectes se sont mis à la tâche et ont conçu une ville de renommée mondiale. Quelle connaissance renfermait la légendaire bibliothèque d'Alexandrie? Parmi eux, les plus grands penseurs du moment. Eratosthène met au point une expérience. La méthode scientifique vient de naître. Il part du principe que deux objets identiques sur une terre plate devraient projeter des ombres identiques. Donc, au même moment de la journée, en deux endroits distants de plusieurs kilomètres, il met son idée en pratique. Il a découvert une jolie méthode en se servant simplement de deux bateaux. Il a alors constaté que pour ces deux bateaux, les rayons du soleil produisaient des ombres différentes. Ces deux bouts de bois projetant des ombres de longueurs différentes, la surface de la Terre ne peut être que courbe. Et d'après l'angle des ombres, Eratosthène estime la circonférence terrestre à 40 230 km, soit à moins de 160 km près le chiffre exact. Les mathématiques viennent de lever le voile sur le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. La Terre n'était plus plate, mais sphérique. Eratosthène, à peu près 250 ans avant notre ère. C'est un 21 juin à Syène, en Égypte. Aujourd'hui, à midi, le soleil va passer exactement au-dessus de nos têtes. Il va éclairer le fond du puits. Oh, donc le bleu monde n'aura plus d'ombre. Le soleil sera à la verticale et je vais mesurer la taille de la Terre. Comment peux-tu faire ça?
Tu verras, regarde l'ombre du gnomon diminue. Le soleil est pile au-dessus de nos têtes. Regarde. Regarde. Voilà, c'est fini. Et alors? Alors tu verras, nous allons à Alexandrie. Salut, Eratosthène. Salut. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Voilà, au jour indiqué, à midi, l'ombre du gnomon s'arrêtait exactement ici. Tu vois, à Sienne, il n'y avait pas d'ombre, donc le soleil était à la verticale. Ici, à Alexandrie, le gnomon projetait cette ombre. Nous connaissons la distance entre Sienne et Alexandrie. En prolongeant le cercle, on peut donc calculer la circonférence de la Terre. Donc, la circonférence est de 252 000 stades. T'en es sûr? Oui, absolument sûr. Vous vous rendez compte, les enfants? Quelle science, quelle précision, quelle intuition, 252 000 stades, n'importe quoi. Et c'est quoi un stade? C'est la longueur de la piste de course des Jeux Olympiques. 252 000 stades, ça fait exactement 39 680. À Assouan, en Égypte, dans l'Antiquité, on avait remarqué qu'au jour du solstice, le soleil éclairait le fond d'un puits. Le soleil se trouvait donc à la verticale d'Assouan. Le mathématicien Ératosthène vivait à Alexandrie, 800 km au nord d'Assouan. Le jour du solstice, il mesura l'ombre d'une colonne. Le soleil se trouvait à un peu plus de 7 degrés de la verticale. Ératosthène en déduisit la taille de la Terre. Voici son calcul. La Terre est ronde, 360 degrés. 7 degrés, c'est environ un cinquantième du cercle. Pour avoir un cercle complet, il faut multiplier cet angle par 50. Par conséquent, la distance Assouan-Alexandrie, 800 km, il faut la multiplier par 50 pour avoir le tour complet de la Terre. 800 km multiplié par 50, 40 000 km. C'est bien la circonférence de la Terre telle qu'on l'a mesurée 2 millénaires plus tard. 7 degrés, 1/50 du cercle, 800 km multiplié par 50 égale 40 000 km. Le compte est bon. La bibliothèque d'Alexandrie découvre dans un récit de voyage qu'à Sienne, c'est-à-dire à Assouan aujourd'hui, à midi, le jour du solstice d'été, le 21 juin, le soleil se reflète dans l'eau d'un puits. Ils ont déduit, ce jour-là, les rayons du soleil sont perpendiculaires à la surface de la Terre. Il observe aussi que le 21 juin à midi, à Alexandrie, l'ombre d'un obélisque de 2,50 m de haut est égale à 31 cm d'ombre. Il obtint un arc angulaire d'une valeur de 7 degrés. Il sait par ailleurs que les caravanes de dromadaires partant de Sienne mettent 50 jours pour atteindre Alexandrie, à peu près 800 km. Or, 7 degrés est l'équivalent de 1/50 du cercle. Il faut alors multiplier 7 fois 50, 40 000 km. Un récit de Plutarque dit que Thalès, durant un séjour en Égypte, mesura la hauteur d'une des pyramides. Il obtint l'admiration de Pharaon. Il dressa seulement à plan un bâton au bout de l'ambre de la pyramide, en se faisant 2 angles avec la ligne que fait le rayon du soleil. Il toucha les 2 extrémités et montra qu'il y a une proportion de la hauteur de la pyramide à celle du bâton, comme il y a de la proportion d'ombre du bâton à l'ombre de la pyramide. Or, le gnomon qui fut à ses débuts un bâton planté verticalement sur le sol pour projeter de l'ombre, va dans l'empire hellénique et pharaonique être instrumenté pour devenir un cadran solaire. L'ombre projetée sur le sol va servir d'aiguille. En voici quelques images.
Observons ce gnomon. Ce gnomon fixé au sol laisse entrevoir une ombre pivotant dans le sens du déplacement d'une aiguille. La silhouette d'ombre varie durant son parcours en longueur et en rétrécissement. La taille de mobilité de l'ombre révèle une source masquée de lumière dans la dimension de l'espace et par là même son degré d'éloignement par rapport au gnomon. L'on constate que le mât de l'éolienne contient une ombre portée sur le sol. Cette silhouette sombre, pivote, varie en intensité et en couleur. Elle passe d'une ombre profonde à une ombre moins accentuée. Le déplacement de l'ombre du style sur des lignes horaires d'une table graduée d'un cadran solaire indique l'heure diurne. Lorsque la lumière rencontre un cadran solaire, les rayons de lumière issus du soleil ne passent pas. Ils sont stoppés par l'objet opaque. L'ombre esquisse sur le gazon les contours du cadran solaire sous une forme de proportion mouvante. La proportion de l'ombre dépend de la distance du cadran solaire par rapport au soleil. Et plus les rayons incidents du soleil sur l'objet opaque sont proches, et plus l'ombre portée serait grande. La projection de certaines caractéristiques de l'ombre portée va être instrumentée en dessin artistique et dessin topographique. La projection d'ombre est visiblement variante d'une ligne horaire à une autre. Si l'ombre propre est souvent recherchée dans les œuvres artistiques comme le cinéma et la peinture, en revanche, l'ombre portée a surtout de la valeur pour les mathématiciens, les arpenteurs et les géomètres. En dessin technique et de façon conventionnelle, on accepte que l'ombre projetée par le soleil soit le résultat de rayons incidents parallèles qui vont générer une ombre par l'objet sur le plan sur lequel il est posé, et une ombre propre créée sur les faces de l'objet qui sont soustraites aux rayons incidents. Si, durant la période antique, l'ombre portée a permis à Ératosthène de lever le voile sur la sphéricité de la Terre en étalant l'ombre portée du Soleil, en revanche, la projection de l'ombre de la Terre sur l'astre lunaire a permis à Aristote de remarquer visiblement que la Terre était ronde.